commencer. Je vais demander donc à celui ou celle qui s'occupe, je pense que c'est celui qui s'occupe de changer les diapos, d'aller au prochain. Et youpi! OK, c'est le fun. Alors, je voulais juste quand même, je ne sais pas si tout le monde est rendu dans la salle, mais je vais quand même vous dire que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc c'est un organisme de l'ONU, et essentiellement, son rôle est de protéger les réfugiés. Puis on va voir tantôt que c'est qu'on veut dire par là, par le mot réfugié. C'est une organisation qui est humanitaire, hein? Donc, dès qu'il y a une crise humanitaire, peu importe les causes, le HCR peut et pourrait être appelé à intervenir. On est une organisation intergouvernementale, donc parce qu'on est là pour pouvoir soutenir les gouvernements, notamment dans l'application de tout ce qui a trait à la protection des réfugiés, que ce soit ceux qui quittent leur pays de façon dramatique avec des grands nombres, comme on voit au Myanmar avec ces milliers qui arrivent au Bangladesh, ou bien lorsqu'il y a des personnes qui arrivent aux frontières et qui demandent l'asile politique au Canada au chemin Roxham. Donc, tous ces gens-là, ça nous concerne. Et on travaille avec les gouvernements, mais aussi avec beaucoup de partenaires, dont, je me plais à le croire et à le dire, Amnesty International, pour pouvoir justement faire en sorte que les gens qui ont besoin de protection puissent arriver à l'obtenir. On va continuer, prochaine diapo. Voici un peu une image du HCR en chiffres. On est quand même dans à peu près 130 pays et vous voyez, on a de plus en plus de personnel. Lorsque le HCR a été créé après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 13 membres du personnel. On est rendu à presque 18 000. Mais ça veut dire aussi qu'au cours des ans, même si les guerres, elles, ont diminué selon les calculs des historiens, les conflits perdurent et les conflits quand même se multiplient. Alors, et ce n'est pas nécessairement des conflits ou des guerres mondiales, mais c'est des conflits qui sont ici et là dans différents pays. On va continuer, prochaine diapositive. Et le HCR, donc, c'est une organisation onusienne et on a donc des devoirs envers un certain nombre de personnes. Je les ai nommées ici et j'aimerais peut-être en donner une définition un peu rapide. Les réfugiés sont les personnes qui, et on va le voir tout à l'heure, la définition de réfugiés, mais c'est les personnes qui essentiellement quittent leur pays parce que leurs droits humains sont en péril ou parce qu'ils doivent fuir justement une situation de conflit. Les demandeurs d'asile, c'est lorsque vous arrivez à une frontière et vous frappez à la porte de l'État pour pouvoir demander cette protection-là. Donc, vous êtes déjà sorti de votre pays, mais on n'a pas déterminé si vous aviez besoin ou pas d'une protection. Les rapatriés sont ceux qui retournent chez soi, qui peuvent le faire parce que c'est rendu sécuritaire et parce que vous le voulez bien. Donc, c'est sur une base volontaire. Les apatrides sont des personnes pour lesquelles il n'y a aucun gouvernement qui reconnaît votre existence. Alors, c'est comme si vous n'existiez pas, c'est comme si vous n'êtes pas visible concrètement dans la vie. Et les apatrides, c'est aussi une population pour laquelle le HCR doit intervenir et c'est un mandat qui a été donné par l'Assemblée générale des Nations unies. Les PDI, je m'excuse, je déteste les acronymes, mais je pense que je voulais me mettre au défi de l'écrire. Ce sont des personnes déplacées à l'interne, c'est-à-dire des personnes qui, à cause de différentes situations, ne peuvent pas quitter leur pays d'origine, mais quittent à l'intérieur même de leur propre pays. Et ensuite, on a rajouté des victimes de catastrophes environnementales. En fait, ça peut aussi devenir des personnes déplacées à l'interne. Alors, vous voyez à quel point le HCR a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de membres du personnel. Et il faut aussi noter, parce que ça, c'est assez désastreux, merci, que 42% des enfants sont dans les personnes qu'on vient de nommer. Prochaine diapo. Donc, pour aussi vous dire, parce que souvent, on a cette impression que le HCR, c'est seulement des camps de réfugiés. En fait, la raison, et c'est tout à fait c'est contradictoire avec les chiffres qu'on voit ici, c'est à peu près 40% qui vivent dans ces
parcs-là, les parcs, excusez, c'est vraiment un mot que j'ai dit sans le vouloir, parce que c'est un lapsus qui veut dire ce que ça veut dire. Hein. Les camps de réfugiés, c'est certainement pas quelque chose d'idéal pour les personnes qui doivent quitter et qui sont en demande de protection. Et aussi, important, 85% vivent dans des pays en voie de développement. Donc, la charge est telle que c'est trop lourd pour beaucoup de pays de pouvoir recevoir ces personnes-là. Et quand je dis beaucoup de pays, c'est surtout dans les régions africaines de l'Afrique, du Moyen-Orient et d'une certaine façon en Asie et maintenant encore en Amérique latine. Poursuivons. Prochaine vidéo, diapo. Donc, les principaux pays d'accueil, je vais aller très rapidement là-dessus parce que je vais laisser à Samia le soin de faire le pont avec les questions environnementales. Mais vous voyez ici, au moment où on se parle, la plupart des pays d'où viennent la grande majorité, c'est-à-dire les pays où sont accueillis la grande majorité des personnes qui sont en déplacement. Le Canada n'en fait pas partie parce que c'est très difficile d'y arriver au Canada. On continue. Et sur celle-ci, on voit quels sont les pays, les principaux pays d'où proviennent les gens qui ont été forcés de quitter leur pays à cause de situations conflictuelles. On continue. Prochaine diapo. Donc, c'était important pour ceux et celles qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un réfugié? Si on peut revenir voilà. Ça, c'est le texte, c'est textuel de la Convention de 51. C'était la première fois qu'on donnait une définition du mot réfugié. Puis regardez comme il faut. Il faut qu'il y ait une crainte, il faut qu'il y ait une persécution, mais du fait de la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques qu'on a ou qu'on nous impute. Et hors du pays dont on a la nationalité ou où est-ce qu'on habitait habituellement. Si vous regardez comme il faut, il n'y a pas l'expression réfugié climatique ou le climat comme étant une des raisons. Évidemment, la Convention est vieillotte, mais au moment où on se parle, ce n'est pas reconnu donc par cet instrument international. Poursuivons, prochaine diapo. Donc, le terme n'existe pas. On parle chez nous plutôt de migrants ou de migrantes climatiques ou environnementales. Et c'est là-dessus que je vais laisser parole à Samia. Je vais avoir la prochaine diapo. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on au niveau des changements climatiques? Je vais laisser Samia vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, je voulais juste prendre un moment pour remercier Denise de m'avoir invitée à participer au congrès. Elle ne le sait pas, mais quand j'avais votre âge, moi, c'était mon idole. J'assistais au congrès d'Amnesty, puis je l'écoutais faire des présentations. Puis c'est ça qui m'a donné envie de continuer mes études en droit international. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Puis j'espère que vous trouvez ça intéressant et que vous vous amusez bien en présentiel pour nous. Donc, oui, je vais prendre la relève, en fait, pour parler de changement climatique. Je pense qu'en ce moment, vous êtes au courant que ça va peut-être pas super bien sur la planète en termes de climat et qu'en raison de la production de gaz à effet de serre de nous surtout en tant que Canadiens et les pays du Nord en général, donc en Occident, il y a beaucoup d'effets néfastes sur l'environnement qui font en sorte qu'il y a différents problèmes qui peuvent être constatés, donc notamment la fonte des glaciers, mais aussi au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de problèmes. Il y a de la difficulté à se procurer certaines ressources. Nous, au Canada, on est chanceux et chanceuses, on ne s'en rend peut-être pas nécessairement compte, mais dans plusieurs pays du Sud, c'est très difficile, par exemple, de s'approvisionner en termes de nourriture, mais aussi d'eau. Et il y a des conséquences comme, par exemple, des inondations, etc. Je pense que vous entendez beaucoup parler de changement climatique. Donc, on va passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les conséquences du changement climatique. Juste avant que je commence à vous parler, Denise avait présenté la diapo pour expliquer c'était quoi un réfugié ou une réfugiée au sens de la Convention de 1951. Donc, pour qu'une personne puisse être reconnue comme étant un ou une réfugiée, c'est pas juste la personne, elle se présente à un pays puis on lui dit « Bienvenue chez nous, tu es une ou un réfugié ». Il faut que la personne rencontre certains critères et notamment le principal, c'est de craindre avec raison, en raison
raison de sa race ou de son orientation sexuelle ou de faire partie d'un groupe social X. Puis c'est pour ces raisons-là que la personne, elle décide de changer de pays parce que dans son pays d'origine, elle est persécutée en raison de ces éléments-là. Le climat n'en est pas un. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui essayent de changer de pays parce que dans leur pays, il y a des inondations, il y a la sécheresse, leurs foyers sont détruits, leurs écoles, les hôpitaux, il n'y en a plus. Et ces personnes-là veulent juste trouver refuge ailleurs. On a tendance à croire que la plupart des réfugiés aujourd'hui, en 2021, ce sont des personnes qui fuient pour des raisons de violence. Mais la grande majorité des personnes qui se déplacent aujourd'hui, que ce soit à l'international ou à l'interne dans leur pays, ce sont des personnes qui se déplacent pour des raisons climatiques. Et quand on parle de changement climatique, on parle d'insécurité alimentaire, de pauvreté, de mauvaise gouvernance, de conflits. C'est de ça que je veux vous parler. C'est qu'à un moment donné, quand tu vis dans un pays où est-ce qu'il y a une grande insécurité alimentaire, où est-ce qu'il y a de la difficulté d'accès aux ressources, où est-ce que c'est difficile d'aller à l'école, où est-ce que tous les jours tu te demandes si tu vas pouvoir manger ou boire de l'eau, ben ça commence à créer des conflits. Et une personne qui va être considérée comme un migrant climatique ou un migrant environnemental pourrait éventuellement être reconnue comme un réfugié ou une réfugiée, mais pas en raison de la situation de pauvreté ou d'insécurité alimentaire dans son pays d'origine, mais parce que, en raison de tout ce que je vous ai nommé, là, ce qui se passe dans son pays, toutes les ressources qui ne sont pas disponibles, la sécheresse, les débordements, les inondations, ben, cette personne-là est aussi victime de violence parce que le pays ne va pas bien et la personne pourrait éventuellement se voir donner le statut de réfugié, mais pas pour des raisons environnementales. Et c'est là qu'il faut vraiment faire la différence. Le terme réfugié climatique, si on va à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Le terme réfugié climatique n'existe pas. Et c'est ce que Denise vous disait aussi. On parle vraiment de migrants climatiques ou de migrants environnementaux. L'exemple de la Somalie qu'on voulait vous donner aujourd'hui, c'est un bon exemple parce qu'en Somalie, en ce moment, oui, il y a des problèmes de sécheresse, il y a des problèmes de mortalité, il y a des problèmes comme je vous ai dit, là, pas de ressources, pas d'école, pas de soins de santé. Mais la raison pourquoi des personnes pourraient être considérées comme des réfugiés en quittant la Somalie, ce n'est pas pour des raisons environnementales, mais c'est vraiment pour des raisons qui sont liées au fait que ce sont des gens, par exemple, dans le cas que je vous démontre aujourd'hui, c'est des agriculteurs qui doivent abandonner leurs terres, mais c'est parce qu'elles représentent un groupe social. Et si on retourne à la définition de réfugié, c'est une personne qui craint avec raison d'être persécutée pour, par exemple, le fait de faire partie à un groupe social. Et ce n'est pas parce que il y a de la sécheresse ou des mauvaises récoltes dans son pays. C'est vraiment parce qu'il y a des extorsions d'un groupe terroriste. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Je ne sais pas si c'est clair. Si vous ne trouvez pas ça clair, vous pouvez me demander de l'expliquer différemment. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'il y a une nuance entre le côté environnemental et le fait qu'en plus des faits néfastes sur l'environnement, il y a de la violence qui surgit. Et c'est cette violence qui permet à une personne de se qualifier comme réfugié au final. On peut aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la COP26. Je sais que d'habitude, on ne parle pas beaucoup des COP. Ce sont des conférences annuelles qui se déroulent dans le cadre du système onusien. Et moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de participer à la COP25 il y a 2 ans. L'année passée, il n'y en a pas eu à cause de la COVID. Mais là, cette année, la COP26 a lieu à Glasgow. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, mais je voulais vous mettre cette photo-là parce que je trouvais qu'elle était vraiment parlante. C'est le ministre des Affaires étrangères de Vanuatu qui est un État insulaire, donc en fait un pays composé de 8 îles, donc 8 îles pas loin de l'Australie. Et la personne que vous voyez sur la photo n'a malheureusement pas pu se rendre à Glasgow, mais ça ne l'a pas empêché de faire un discours comme Denise et moi aujourd'hui pouvons vous présenter à distance cette présentation. Lui, il a fait son discours et il a décidé de la faire les 2 pieds dans l'eau pour lancer un message fort et exprimer à quel point la situation était urgente. Nous, on a la chance, comme je vous le dis, puis je pense que c'est important de se rendre compte de ce privilège d'habiter dans un pays où est-ce que les changements climatiques nous affectent jusqu'à une certaine mesure, mais dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas quelque chose à laquelle on est confronté. Eux, oui.
les gens à Vanuatu, et c'est une population de 12 000 personnes, tous les matins, quand ils se réveillent, ils sont rappelés du fait qu'ils habitent dans un État insulaire et que dans quelques années, ils risquent de se retrouver, pas ils risquent, ils vont se retrouver submergés en raison de la fonte des glaciers, en raison de nos comportements, et c'est pour ça qu'il y a ces COP-là. Je voulais vous parler un petit peu de ça parce que je sais que dans la présentation, c'est parler du rôle du HCR, mais aussi parler de vous, votre engagement, et de comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc, je pense que c'est important d'être au courant que ces rencontres-là ont lieu et que c'est important aussi d'aller outre seulement en parler, puis en discuter, puis écrire des résolutions et des rapports. Je pense que c'est important que les États se responsabilisent et c'est exactement ce que le monsieur que vous voyez sur la photo lance un cri du cœur à tous les gens qui se retrouvent à Glasgow pour leur dire s'il vous plaît, nous, on est là, puis on veut que vous fassiez quelque chose pour nous aider, on veut que vous arrêtiez, puis on veut que vous vous responsabilisiez pour vos comportements, pour toute la combustion de gaz, de pétrole que vous faites au quotidien. S'il vous plaît, ce qu'on a vraiment besoin que vous fassiez, c'est que vous diminuez cette consommation-là, parce que nous, ça nous affecte dans la vie de tous les jours. Le rôle du HCR dans ces situations-là, c'est beaucoup de l'accompagnement. Puis, en général, dans les États insulaires, chaque pays a son propre système d'asile. Le HCR peut intervenir quand il n'y a pas de cadre national, quand il n'y a pas de processus vraiment défini dans un pays. Et comme je vous ai dit, tant que la personne ne peut pas être considérée comme réfugiée, au sens de la Convention des réfugiés de 1951, il n'y a pas d'intervention possible pour la qualification de cette personne. Cette personne sera une migrante ou un migrant climatique ou environnemental. On va aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, juste quelques éléments clés là, pour vous donner une idée. Vous les avez devant vous, mais en 2019, il y a quasiment 30 millions de personnes qui ont été forcées de se déplacer en raison des catastrophes naturelles. Comme je vous ai dit, là, dans les médias traditionnels, puis même si vous informez sur des capsules qui sont diffusées sur Instagram ou Facebook, on parle beaucoup de déplacements en raison de la violence et c'est absolument important d'en parler, mais parfois, on oublie qu'il y a tous ces gens-là qui sont obligés de se déplacer en raison des changements climatiques dans la vie de tous les jours. À chaque fois qu'il y a une inondation, que des maisons sont rasées, qu'il n'y a plus de nourriture parce qu'il n'y a plus d'agriculture possible. Et je pense que c'est important de se le rappeler. Puis, important de se rappeler que ces gens-là, on en parle comme étant un chiffre, mais tu sais, ces gens-là, c'est comme vous et moi. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes à l'école, vous avez des aspirations, vous avez des buts, vous allez aller au cégep l'année prochaine. Ben, dites-vous, puis Denise l'a dit tout à l'heure, comment il y avait d'enfants, quasiment 50%, c'est des enfants, ces gens-là qui sont déplacés, ben, c'est tous des enfants qui ont des aspirations comme vous, puis qui veulent faire quelque chose de leur vie. Donc, il ne faut pas oublier ça. Je voulais aussi insister sur le fait que parfois, une femme, un enfant, une personne, par exemple, qui est membre de la communauté LGBTQ+, peut vivre plus de difficultés quand elle est replacée dans un camp, par exemple, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours adapté à tout le monde. Donc, il faut prendre ça en considération, surtout, je pense, les personnes LGBTQ+, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite ou avec, par exemple, je ne sais pas, une personne avec un trouble comme une personne autiste ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important de se le rappeler. Aussi, je pense qu'il y a une urgence d'agir. On parle d'urgence climatique avec raison. Selon des rapports de chercheurs, d'ici 2050, il pourrait y avoir 200 millions de personnes qui seraient forcées de se déplacer par année. 200 millions de personnes par an qui se déplacent en raison des changements climatiques, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et j'espère que notre génération, j'espère que vous, j'espère que nous, on pourra permettre qu'il y ait un changement. Puis le HCR travaille très fort là-dessus. Puis l'année 2022, c'est l'année du changement climatique et de l'urgence climatique. Donc, il y aura beaucoup d'avancements à ce niveau-là. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on voulait vous parler aussi d'avancements récents, je pense, qui sont importants puis qui démontrent qu'il y a vraiment une volonté des États à travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Puis je pense que c'est vraiment important de le noter parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Et un des derniers milestones, si vous voulez, un des derniers grands projets, c'est le Pacte mondial sur les réfugiés qui a été accepté, approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018. Après 2 ans de travail
travail quand même. Donc, pendant 2 ans, le HCR, le Haut-Commissariat, a travaillé avec les États, a travaillé avec les ONG, donc notamment Amnesty International, mais aussi plusieurs autres ONG à travers la planète et même des personnes qui ont dû se déplacer, des personnes, des réfugiés, pour mettre vraiment la base et mettre un guide, un plan pour les bonnes pratiques, si vous voulez, lorsqu'il est question de réfugiés ou de déplacements, que ce soit interne ou transfrontalier, donc que ce soit à l'intérieur même d'un même pays ou que ce soit vraiment de changer de pays. Puis, ces mesures-là sont vraiment un guide à prendre en considération par tous, donc par les dirigeants des États, des pays, mais aussi par les organismes qui viennent en aide aux personnes qui sont déplacées et à tout le monde qui pourrait en avoir besoin. Je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter la plateforme du Pacte mondial parce que ça démontre vraiment qu'il y a une volonté de coopération internationale. Et aujourd'hui, je pense que c'est assez évident que sans coopération internationale, on ne peut pas vraiment avancer. Si on veut avancer, puis si on veut que les choses s'améliorent, il faut y aller tout le monde ensemble et les pays commencent à s'en rendre compte. Donc, je pense que c'est positif. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, juste pour finir, peut-être, là, c'est je voulais vous les mettre parce qu'il faut quand même savoir le HCR. Je ne vais pas vous les lire, mais le cadre stratégique du HCR en ce qui concerne le climat, comme on vous l'a dit tout au long de la présentation, puis je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre de protection spécifique pour les personnes qui sont considérées comme des migrantes ou des migrants climatiques ou environnementaux, mais le HCR travaille avec eux quand même. Il travaille avec eux en termes de réinstallation, en termes de prévention, en termes de protection. Non seulement il les aide eux, il aide surtout les États à se préparer à accueillir ces gens-là, que ce soit à l'intérieur même du pays ou quand ces personnes-là doivent se déplacer. Puis le HCR également, et puis comme toutes les agences de l'ONU sont très sensibles au fait de diminuer leur empreinte écologique. Donc, je pense que c'est important à noter. Puis, je pense que c'est un exemple pour tout le monde. Puis que, comme on parle de nos propres actions et de ce que nous, on peut faire, je pense qu'on peut se garder ça en tête et se dire que nous aussi, on peut faire des efforts. Je pense que c'est la dernière diapo, donc je vais peut-être demander à Denise de revenir. Mais